Samira Sedira, bonsoir. Bonsoir. Très plaisir de te recevoir ce soir. Moi, je suis très heureuse d'être là. Tu es de passage aux îles grâce à l'invitation de l'association du prix littéraire Récits d'ailleurs, des lycéens. Bienvenue donc à la maison. Aujourd'hui, on est lundi, on ne va pas mentir aux téléspectateurs, on est lundi, tu viens d'arriver depuis samedi soir. Quel est le premier aperçu de Saint-Pierre-et-Miquelon? Comment tu te sens? Je suis totalement dépaysée, il faut bien le dire, puisque je viens de la région parisienne. Je suis subjuguée par ce que j'ai eu, vraiment par la beauté des paysages. Je suis aussi saisie par le froid. Il y a eu des belles rafales de poudre. Il y a eu de belles rafales, ouais. Voilà, je suis vraiment totalement dépaysée, je suis ailleurs. Je subis aussi le décalage horaire, donc je sais plus très bien où j'habite, mais j'adore cet état-là. Très bien, ça va passer. Oui, tu es là pour rencontrer nos jeunes, surtout. Oui. J'imagine que tu vas t'enrichir comme eux de cette rencontre-là. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre pendant cette semaine? Ce que j'ai envie de leur transmettre, c'est... je ne sais pas si je réussirai à leur transmettre l'amour du théâtre, mais du moins l'amour d'une approche du théâtre, quelque chose. Évidemment, je n'ai pas beaucoup de temps, puisqu'on a 3 heures à chaque fois par groupe, donc c'est peu. Il leur faut quand même pas mal de temps pour se désinhiber. C'est pas facile. J'ai eu un atelier ce matin. C'est pas facile pour eux, et ça, je le comprends. Quand on n'a jamais fait de théâtre... c'est pas facile face au regard de l'autre, c'est pas facile parce qu'on s'auto-juge aussi, on se dit je suis nulle, je suis pas terrible. D'ailleurs les comédiens aussi on passe par là. Quand on est dans une nouvelle équipe, on atterrit dans une nouvelle équipe, on a aussi peur du regard de l'autre parce qu'il ne nous connaît pas. On a peur de l'inconnu. Donc voilà, j'ai envie d'essayer de leur transmettre un peu de légèreté dans l'amusement. Oui. C'est pas facile les métiers artistiques et la littérature aussi, ça peut sembler inaccessible quand on est au lycée, et peut-être encore plus quand on vient de Saint-Pierre-et-Miquelon. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, j'en sais pas. Pourquoi inaccessible? Pour eux? Oui, enfin, j'imagine, tous ces métiers artistiques semblent... Peut-être autour de l'auteur, non? Peut-être une espèce d'aura autour de l'auteur qui est un peu... du comédien, vivre de son art, etc. C'est des choix qui sont difficiles et des métiers qui peuvent paraître inaccessibles. C'est possible. J'ai l'impression. Oui, si, c'est vrai que c'est possible. Oui, je ne sais pas. Pas au niveau de pas autour de l'acteur, mais il me semblait qu'il y avait vraiment autour de l'auteur quelque chose, une image un peu étrange, de quelqu'un d'inaccessible, de quelqu'un d'un peu ailleurs, d'un peu imbu de lui-même. Autour de l'acteur, il n'y a pas vraiment ça, non, c'est vrai. Mais il y a peut-être une appréhension, pour ces jeunes gens, de s'abandonner. Ça, c'est pas évident du tout. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, j'aimerais bien qu'on parle de cette enfance pas facile. Déjà, tu es née en Algérie, il y a eu cette immigration en France avec la famille. Bon, on va en reparler à travers le livre L'odeur des planches que tu as écrit, mais comment on peut résumer cette enfance-là et puis cette approche du théâtre? C'est un long parcours. Donc, je raconte un peu mon arrivée. Donc, moi, je suis née en Algérie. Mes parents sont aussi originaires d'Algérie. Et comme tout le monde le sait, dans les années 60 et même avant, il y a eu une vague quand même d'immigration en provenance du Maghreb. La France avait besoin d'être reconstruite. La France manquait de main-d'œuvre. Les Français refusaient de faire certains boulots, d'exécuter certains boulots. Et donc, ils sont allés chercher au Maghreb des gens qui avaient besoin de travailler, parce qu'il y avait très peu de travail pour ces gens-là, notamment au Maghreb, en Algérie. Et donc, ils sont arrivés, d'abord les hommes, ça a été d'abord une première étape, les hommes sont arrivés seuls. On les a embauchés, mais il n'y avait pas de logement, en fait. Ils ont oublié que ces gens-là devaient dormir quand même la nuit, se reposer. Donc, ils se sont logés où ils ont pu. Donc il y avait des hôtels qui étaient des hôtels tenus par des marchands de sommeil, des baraques qu'ils construisaient eux-mêmes, qui sont devenus petit à petit des bidonvilles, des villes entières de baraques en bois.
Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi les foyers Sonacotra, ces foyers où on parquait ces hommes qui étaient seuls et qui vivaient dans une solitude extrême. Et donc ces hommes-là ont voulu envoyer de l'argent donc à la famille, et puis ils ont voulu quand même faire venir leur famille, leurs femmes et leurs enfants. Et il y a eu ce qu'on appelle, c'était en 74, je crois, le regroupement familial. On s'est dit que ils se sont enfin dit, le gouvernement, que ces hommes avaient peut-être besoin de leur famille, et donc on a permis à ces familles de venir en France. Et les femmes sont arrivées avec les enfants. Et là, ça a été un peu plus compliqué, encore plus compliqué pour les femmes, parce qu'on leur a promis monts et merveilles pour les attirer. Les hommes, pour les attirer, leur ont promis monts et merveilles. Elles sont arrivées, évidemment, dans des endroits terribles, de se retrouver dans un bidonville, alors qu'on habite en Algérie et qu'on a une vie quand même très sociale et qu'on on passe son temps en groupe quand on est une femme en Algérie ou au Maghreb ou ailleurs. Elles sont ensemble, elles vivent ensemble, elles font vivre la maison ensemble, et là elles arrivent, elles se retrouvent seules dans des endroits atroces, souvent sans eau, sans électricité, sans rien. Et sans vie sociale, parce qu'elles ne travaillaient pas. Il n'y avait pas de travail pour elles. Il y avait du travail pour les messieurs, mais il n'y avait pas de travail pour les femmes. Après, certaines en ont trouvé. Elles ne parlaient pas la langue, donc elles étaient totalement perdues. Totalement perdues. Et totalement désœuvrées. Arrivant dans une ville où elles n'avaient pas forcément envie de vivre. La plupart, d'ailleurs, gardaient les valises pleines, ouvertes, mais pleines. Donc elles ne rangeaient rien, en se disant que de toute façon, elles repartiraient. Pour elles, c'était provisoire. Mais c'est du provisoire qui a tenu des années et des années. La plupart sont encore en France. Donc pour elles, c'était vraiment un arrachement, un exil très violent. Très, très violent. Beaucoup de femmes étaient dépressives. Beaucoup de femmes ressentaient le mal du pays très fortement, très violemment. Et toi, tu avais quel âge quand vous êtes arrivée? Alors moi, j'étais un bébé. Ouais, j'avais, dans mon texte, dans l'odeur des planches, je dis que j'ai 5 ans, mais puisque je mêle et le fictif et le réel, la réalité et la fiction. Et j'avais 4 mois. D'accord. 4 mois. Bon. Et vous étiez où? J'avais aussi... Quelle ville? À Annaba, qui est près de la frontière tunisienne. Et une fois en France? Une fois en France, la Seine-sur-Mer, qui est près de Toulon, dans le Var. Okay. Voilà. Donc une enfance, pas facile. Oui. Pour nous... Enfin, moi, je ressentais très fortement que chez ma mère, quelque chose n'allait pas. Oui, c'est ça. Forcément, puisqu'elle était ailleurs. Elle était là sans être là. Elle passait son temps à... Vraiment, on avait l'impression que son esprit était ailleurs. Forcément, il était resté de l'autre côté de la Méditerranée. Et puisqu'elle avait toute sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Elle est arrivée très jeune, elle avait 15-16 ans. Non, quand elle est arrivée, elle avait 19 ans, mais elle s'est mariée beaucoup plus jeune, elle avait une quinzaine d'années. Et se retrouver là, quand on a 15 ans, avec 4 enfants et aucune attache familiale, c'est violent quand même, violent, je trouve. C'est violent. Et comment grandir dans cette famille qui était peut-être pas très ouverte culturellement sur le théâtre, j'imagine? Ça faisait peut-être pas partie de la pas vie. Du tout. Alors comment le théâtre est arrivé, cet appel du théâtre? Pourquoi dans ta vie? Alors je ne sais pas, j'avais, c'est sûr, une envie artistique très prononcée. Ça, je le savais, puisque toute petite, je dessinais. Toute petite, j'adorais lire, j'adorais écrire. J'écrivais des petites histoires. Et quand j'ai eu 18 ans, je suis donc allée à la fac à Aix-en-Provence. Pas très loin de chez moi, mais en tout cas à Aix-en-Provence. Et je faisais des études de langue étrangère appliquée. En fait, je ne savais pas très bien, mais c'était appliqué au marketing, au commerce, à des choses vraiment très ennuyeuses et rébarbatives. Et je me disais, mais c'est pas fait pour moi, quoi. C'est pas, je vais vraiment m'ennuyer. Et en fait, j'aurais pu faire des lettres modernes, mais je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi. J'ai suivi un ami, enfin, j'ai été très mal orientée. Bref, j'arrive LEA et je m'ennuie. Et je vois, comme je traînais pas mal autour de la cafétéria de la CTU, j'ai vu une affichette, théâtre universitaire. Et ça m'a vraiment parlé, théâtre. Et je me suis dit, il faut que j'aille rejoindre cette troupe. Et j'ai rejoint cette troupe dont le leader était un étudiant qui était quand même
il était plus âgé que nous, et peut-être qu'il avait pas loin de 30 ans, mais c'était un éternel étudiant, et qui était le directeur de cette troupe-là. Et donc, on a fait du théâtre qui n'était pas du tout du théâtre. Comment dire, on n'a rien abordé de technique. On n'a rien abordé de classique. Il mêlait tous les textes, il mêlait Beckett, il mêlait Shakespeare. C'était vraiment du théâtre très proche du living théâtre des années 70, donc très explosé, très dingue, très fou. Et lui était complètement barjot, en fait. Nous, on adorait ça, et donc on est devenu aussi barjot que lui. Et j'ai adoré. Et c'était le début d'une carrière. C'est le début. Alors, après, j'ai fait quelques années dans une école à Marseille, mais c'était une école, une petite école où j'allais pas tous les jours. Et ensuite, je me suis dit, il faut vraiment que là, je fasse un truc quand même sérieux. Donc, j'ai passé le concours de la Comédie de Saint-Étienne. Voilà. On a parlé de ton enfance. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, hein, je trouve ça passionnant, de ton entrée dans le monde du théâtre. Et puis, il y a l'écriture maintenant. Alors, je crois que tu as toujours aimé écrire. Mais l'odeur des planches que j'ai entre les mains, il est arrivé après un épisode lourd. Alors, raconte-nous comment tu es passé de l'odeur des planches à l'odeur des pages. Du papier. L'odeur du papier. Bon, l'odeur du papier, j'ai toujours aimé l'odeur du papier. Donc, l'écriture a toujours existé pour moi et toujours été présente. C'est même mes premières amours, en fait, l'écriture et la lecture. Vraiment. D'ailleurs, au départ, je voulais être journaliste. Quand j'étais toute petite, je disais que je voulais être journaliste. Donc, un rapport à l'écrit. D'accord. En tout cas, un rapport aux mots, puisque je suis comédienne et qu'il y a encore un rapport aux mots. Oui. Et donc, l'odeur des planches, c'est mon premier livre publié. Et dans ce premier livre, je raconte, donc, du moins j'essaie de raconter ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, je ne sais même plus en quelle année, mais je crois que c'est autour de 2007-2008. Donc après une vingtaine d'années de travail dans le théâtre, c'était vraiment bien, avec des plages où il n'y avait pas de boulot, mais ça c'est normal. On nous appelle les intermittents du spectacle, donc on travaille par intermittence. Mais là, ça a duré très longtemps, ça a duré quelques années. Et au départ, donc moi, je suis arrivée en fin de droit. Voilà ce qui s'est passé. Je suis arrivée en fin de droit. Donc l'intermittence, on est payé par le Pôle emploi, les ACDIC, quand on n'a pas de travail, ce qui permet quand même de tenir entre deux projets. Sauf que là, j'arrivais vraiment au bout de mes droits et on appelle ça la fin de droit. Donc j'avais plus rien, j'avais plus de projet. C'est un enfant et oui, c'est ça. Oui, on s'arrête quelques mois. Oui, c'est ça. Donc en fait, quand mon fils est né, je suis partie en tournée très vite. J'ai trouvé ça très difficile. On est parti 9 mois et je ne voulais pas le laisser à son... Enfin, moi, je voulais le garder près de moi. À son père, oui, il n'y avait pas de souci, mais il travaillait, donc c'était compliqué. Et je me disais, avec une nourrice, je n'avais pas envie. J'avais juste envie d'être avec mon enfant, voilà, de l'avoir près de moi. Il était tout petit, il venait de naître. Donc, je crois qu'il avait 15 jours. On est parti en tournée. Mon compagnon était là avec moi c'était Naples. Donc il est venu avec moi à Naples. Et puis après, on a eu une tournée en France et là, j'étais seule. Et c'était super dur, parce qu'il faisait pas ses nuits, parce qu'il fallait trouver une nounou chaque soir, parce qu'il dormait pas la nuit. C'est normal, il se réveillait toutes les 3 ou 4 heures, je ne sais plus. Mais... Donc j'étais épuisée, j'étais vraiment sur les genoux et je me disais, mince, cette tournée, j'aurais pas dû l'accepter, bien que c'était vraiment très intéressant. Mais j'aurais pas dû l'accepter parce que j'ai l'impression qu'on m'a volé un peu cette rencontre avec mon fils, ces premiers temps où on a juste envie de fusionner avec son enfant. Voilà. Donc ça, c'était très dur pour moi. Et je me suis dit, je vais me poser. Une fois la tournée finie, je vais me poser un peu. Le problème, c'est que dans le théâtre, si on se pose, et c'est peut-être pour ça que j'ai accepté la tournée, parce que j'avais peur de me poser aussi, si on se pose trop longtemps, eh ben, on n'existe plus aux yeux de la profession, on n'est plus là, on devient totalement invisible. Il faut sans arrêt. Et tout, oui, c'est ça. Il faut aller aux premières, il faut écrire, appeler, se montrer qu'on existe parce qu'on vous oublie très vite. C'est dur, c'est très cruel comme milieu, mais on vous oublie très vite. Donc, cette pause a fait qu'on m'a oubliée assez rapidement. Et là, c'était un peu... je me suis dit, il faut absolument que je trouve de quoi travailler, parce que moi, je suis très indépendante, j'ai besoin de gagner
mon argent. Et j'avais, en tout cas, besoin de payer au moins la moitié du loyer avec mon compagnon. La région parisienne, c'est cher. Enfin bref, c'est pas... Et je me suis dit, ben, je vais trouver un truc provisoire, en fait. Naïvement, je pensais que ce serait vraiment facile à faire. Et je me dis, je vais mettre des petites annonces, puisque je n'ai pas de diplôme, moi. Je suis comédienne. Donc un comédien, il ne sait que jouer. Il est bon qu'à ça, quoi. Vraiment, il est bon qu'à jouer. Et je n'ai pas de diplôme. Et on est vraiment dans une société où c'est une société qui adore les diplômes. Ouais. Et donc, n'ayant pas de diplôme, je me dis, bah, je vais faire un travail précaire, mais alimentaire. C'est pas grave. Et voilà que je mets des annonces un peu partout. Et voilà que du boulot très vite. Très rapidement, j'ai du travail. Ça va très vite. Les métiers de service, il suffit de mettre une annonce et hop, on m'appelle. Et là commence cette vie étrange qui est totalement à l'opposé de la comédienne que j'étais. Puisque moi, j'estime qu'un comédien qui ne joue pas n'est plus vraiment un comédien. Le comédien n'existe que sur une scène. Un musicien peut peut-être travailler avec son instrument, mais un acteur travaille avec qui à part peut-être dire des textes dans sa chambre, enfin c'est ridicule. Le travail de l'acteur, c'est surtout être avec l'autre. C'est l'autre qui est important. Donc une deuxième carrière, femme de ménage. Femme de ménage. À quoi tu penses? Et je pensais que c'était provisoire, et en fait ça a duré 3 ans. 3 ans. À quoi tu penses pendant ces années-là? Mais c'est hyper dur. C'est très dur. C'est très dur, mais non pas que j'ai aucun mépris par rapport... Je suis même très admirative des gens qui font ça tout le temps, quoi. Et je me demande comment c'est possible, mais vraiment. Donc en fait, c'est vraiment 2 métiers qui sont à l'extrême opposé, puisque la comédienne est vraiment visible, sous les projos, sous la lumière, et la femme de ménage est totalement invisible. Elle n'existe pas, elle n'existe pour personne. C'est vrai, souvent elle a une clé, elle entre, elle sort, elle ne rencontre pas souvent le propriétaire de l'appartement. Il y a un passage dans ce livre où tu justement rencontres un des propriétaires dans un magasin qui ne te reconnaît pas. Qui ne me reconnaît pas, parce qu'il ne m'a vu qu'une fois. Il ne m'a vu qu'une fois, il m'a laissé les clés, et puis toutes les semaines, j'allais nettoyer son appartement, mais quand il m'a vu dans ce supermarché, il ne m'a pas reconnue. Donc on voit quand même à quel point c'est quand même compliqué d'avoir une existence quand on est femme de ménage, quoi, parce qu'on n'est rien, on n'est que du vent. On est un souffle qui arrive, qui nettoie et qui s'en va. Voilà. Et c'est dur, physiquement? Oui, c'est dur. Physiquement, c'est dur. Je n'imaginais pas à quel point ça pouvait être dur. Quand on a 16, 17, 18 heures par semaine, en fait, on a mal du matin au soir, on a mal tout le temps. Vraiment, physiquement. Moi, j'avais mal partout, quoi, vraiment. J'avais mal aux muscles, j'avais mal aux os, j'avais mal. Et je me disais, mais c'est dingue. Parce qu'on n'imagine pas, qu'on l'a pas, quand on n'a pas vécu ce genre de choses, on n'imagine pas à quel point ça peut être hyper déstabilisant, hyper violent, hyper douloureux. Puis le regard, voilà. Les mamans à l'école. Qui, en fait, transperce, que vous n'existez plus. Alors que sur scène, le regard ne transperce pas, le regard s'attarde. On est là sous les éclairages et le regard s'attarde et vous éclaire totalement et vous admire. Tandis que la femme de ménage, c'est tout l'inverse, quoi. Alors c'est une expérience un peu délirante. Alors qu'elle travaille très dur. Elle travaille très dur, mais oui. Bien sûr qu'elle travaille très dur. Et et puis il y a un résultat incroyable quand on arrive et que la maison est propre. C'est quand même... Oui, ça se voit tout de suite. Comment l'écriture est arrivée? À quel moment est-ce que tu as voulu écrire cette histoire? Et je lui disais, alors voilà, le plus dur dans tout ça, c'est que j'ai l'impression, comme s'il y avait une sorte de déterminisme social, en fait. Comme si toutes ces années, tous ces 40 ans qui ont passé... moi, je suis arrivée en France, j'ai été à l'école, j'ai eu droit à une éducation, on m'a vraiment... on a tenté de m'élever. Tout ça, ça n'a servi à rien, puisque je me retrouve au même niveau que mes parents quand ils sont arrivés en France et qu'ils étaient à faire des travaux précaires, quoi. Je me disais, ben voilà, 40 ans ont passé, mais je suis au même niveau qu'eux. Et je lui disais, le plus violent pour moi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et j'en ai parlé avec elle et elle me dit, bah, c'est exactement ce qu'il faut que tu écrives. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est peut-être ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Et j'ai commencé à écrire cette histoire.
Alors, ce texte, il a été joué au théâtre. Oui. C'est Sandrine Bonner qui l'a joué. Oui. Et puis, c'était un retour pour elle sur les planches, puisqu'elle était au cinéma un retour sur les planches, depuis des années. retour pour moi aussi sur les planches, puisque ce sont mes mots. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que, parce que, bon, évidemment, on parle de ta mère dans ce livre, hein, qui est très présente. Est-ce qu'elle a lu ou vu la pièce rapidement? Alors, elle l'a vue. Ouais. Elle ne l'a pas lu parce qu'elle ne sait pas lire. Elle est totalement analphabète. Ah oui, d'accord. Ouais. Elle ne sait pas lire. Elle n'a jamais été à l'école. Ouais. Et donc, elle l'a vue sur scène quand Sandrine l'a lu. Oui. Pour moi, c'était violent, parce qu'il y a des scènes qui ne sont pas évidentes. J'étais très angoissée, mais en même temps très heureuse qu'elle soit là. Et donc, le soir où elle est venue, c'était extraordinaire, parce que Sandrine était très tendue, parce qu'à la lecture du livre, elle avait une admiration profonde pour ma mère. Elle l'aimait beaucoup, elle ne la connaissait pas, mais elle l'aimait quand même énormément. Et ce soir-là, elle a joué, elle l'a savonné pas mal sur le texte, donc, mais à la fin, au moment des applaudissements, elle a demandé aux gens d'arrêter d'applaudir et elle leur a dit qu'elle était très émue, c'est pour ça qu'elle avait pas mal savonné sur le texte, parce que, ce sont ses mots, une grande dame était dans la salle. Et évidemment, ma mère étant voilée depuis quelques années, maintenant elle se voile, elle s'est rapprochée de la religion. Et évidemment, c'était la seule dans la salle, une salle de 600 places, donc tous les visages ont convergé vers celui de ma mère, qui ne supporte pas d'être regardée. Et c'était hyper dur pour elle. Et tout le monde a applaudi. Donc c'était hyper fort. Ça devait être un grand moment, hyper fort. Moi, j'étais dans les coulisses. Je ne savais pas que Sandrine allait dire ça. Je me suis mise à pleurer. Le metteur en scène s'est mis à pleurer. Sandrine est sortie. On pleurait tous les trois. Enfin bref, je suis sortie. Ma mère pleurait, qui était avec ma sœur qui pleurait. Le beau-frère pleurait. C'était hyper fort. Non, mais vraiment hyper fort. Et j'étais très heureuse qu'elle soit vraiment la star d'un soir. Quoi. Vraiment, c'était la star d'un soir. Un parcours rempli de passion et de résilience, ça pourrait être le titre de ta vie. Hein. Donc, à le retrouver dans ce livre, L'odeur des planches, qui est disponible ici à la librairie Lecturama. Depuis L'odeur des planches, il y a eu 2 parutions. Donc, Majda en août et La faute à Saddam. Ces 3 ouvrages donc, devraient être disponibles à la librairie. Aujourd'hui, ta vie d'auteur t'emmène à la rencontre de public, du coup, et des lycéens, comme cette semaine. Mais où est le théâtre maintenant dans ta vie? Est-ce qu'il est revenu comme avant? Ah, il est revenu, oui. Ouais. Il est revenu suite à la publication de L'odeur des planches. Tout à coup, on s'est souvenu de moi. C'est comme si... Non, mais c'est bien. C'est une autre façon de revenir à la lumière. Et c'est ce livre qui a permis ça. Ce livre a permis beaucoup de choses, en fait. A permis aussi des retrouvailles entre moi et mes origines, entre moi et mes parents. Parce que j'avais vraiment la sensation d'avoir vécu comme eux, un exil. Un exil. Eux, ils ont quitté une terre pour en habiter une autre. Moi, j'avais l'impression d'être exilée de ma vie de comédienne. Mais ton retour au théâtre, au directeur des théâtres, etc., ça n'a pas dû être facile. Non, je dois dire en fait que j'étais devenue méfiante en fait. Et puis, comme il y avait comme une sorte de désamour entre le théâtre et moi, je me disais, j'ai plus envie d'y retourner. Puis, j'aimerais passer ma vie à écrire, ce qui est toujours vrai, mais même si j'aime jouer. Et au départ, quand on m'a proposé de retravailler, d'aller sur les planches, j'ai hésité, vraiment, hein, j'ai hésité. Mais j'avais l'impression d'être sur scène, c'était assez formidable, avec une sorte de détachement. Comme si mon ego s'était déplacé. Il s'est déplacé peut-être vers l'écriture même. Et d'une manière beaucoup plus libre, en fait. Beaucoup plus libre, détachée. Trouver le positif de tout ce qui nous arrive. Oui, non, mais c'est vrai. Donc il y a une nouvelle pièce qui va être bientôt jouée, je crois, mars, oui, c'est ça. Je viens d'en finir une là, à la MC 93, un théâtre à Bobigny. Et je repars sur un autre spectacle dès mon retour. J'atterris le dimanche et je reprends mardi. D'accord. Et je reprends mardi sur un spectacle qui va s'appeler Que viennent les barbares. Que viennent les barbares. Ouais. Là, c'est vrai que depuis la publication de ce roman, j'ai au moins un spectacle par an. Là, j'en ai 2 cette année. Mercredi, il y a un film dans lequel j'ai tourné. Il y a un très joli film, très belle comédie qui s'appelle Tout ce qu'il me reste de la Révolution, de Judith Davis, qui sort mercredi. Alors, je ne sais pas s'il est sorti ici, ce sont les mêmes
qu'en métropole. Oui, on a un film par semaine qui sort ici. Alors, franchement, c'est pas parce que j'y suis. Ça vaut le coup. Mais oui, ça vaut le coup. C'est très drôle. C'est très militant, mais en même temps très drôle. Il faut aller voir ce film. Très chouette. Tout va bien dans ta vie aujourd'hui? Ouais. Tu as l'air heureuse, oui, non, mais avec tout un va beau mieux. sourire. Tout va beaucoup mieux. Bah alors, on va te souhaiter vraiment le meilleur pour cette année 2019. Et puis, pour terminer l'émission, je vais vous inviter à regarder les photographies qui sont autour de nous ce soir. Elles sont signées Jean-Christophe l'Espagnol. C'est un photographe de chez nous qui valorise notre archipel par toutes ses saisons et par toutes ses humeurs. Merci à Jean-Christophe l'Espagnol de participer à cette émission. Jean-Christophe qui t'offre son livre. C'est gentil. En guise de souvenir de ce passage à Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci. Voilà, j'espère que tu repartiras avec des belles images. Oui, Saint-Pierre. Magnifique. Il avec par tous les temps. Avec les photos. Oh, magnifique. Je suis très, très contente. Voilà, tu pourras les feuilleter si tu as un sont vraiment des photos magnifiques. Oui, exactement. Bon, merci beaucoup Samira d'être venue discuter avec nous. Bon vent, bon retour, bon théâtre, bon tout. Bon vent, ça devrait aller, il y en a beaucoup ici. Voilà, prends la vague.